Bonjour les troisièmes. Alors pour commencer et en préambule, tiens d'ailleurs merci pour vos nombreuses et judicieuses utilisations de l'expression, hein. Je voulais parler un petit peu du journal d'Anne Frank. Alors oui, je sais, j'avais dit j'arrête de parler des camps, promis juré, mais bon, c'est une petite parenthèse un peu particulière puisque j'ai vu un petit mot sur Facebook qui m'a paru très très juste. Je n'y avais pas pensé, mais quand on y pense, c'est l'évidence même. Euh, on se plaint beaucoup du confinement. Ayons une pensée pour Anne Frank, qui a passé 25 mois enfermée dans un petit appartement dissimulé, avec une autre famille qui se cachait également, hein, puisque c'était des juifs qui se cachaient pendant la guerre à Amsterdam pour échapper à la déportation. Et malheureusement, ils ont fini par être dénoncés et ont été déportés. Et Anne est morte dans ce camp. Par contre, elle tenait un journal, le journal d'Anne Frank, hein, connu dans le monde entier, que son père a fait publier après sa mort, puisque c'est le seul membre de la famille qui est revenu vivant, qui a été traduit dans le monde entier, qui est devenu vraiment un best-seller. Donc je vais vous lire des extraits qui montrent que leurs conditions de vie étaient très particulières et difficiles, parce que non seulement ils étaient enfermés 24 heures sur 24, hein, bon, le soir ils pouvaient un petit peu aller dans les bureaux qui étaient adjacents, mais en plus toute la journée ils devaient éviter de se déplacer ou de parler fort pour faire du bruit, pour que les employés qui travaillaient juste à côté ne les entendent pas, avec une promiscuité de tous les instants qui finalement donnait forcément lieu à des conflits. Donc votre mot du jour, puisque maintenant il est individuel, sera le mot promiscuité. Je ne le redirai pas à la fin parce que je risque de l'oublier comme je l'ai fait sur mes deux précédentes vidéos, ce qui n'est pas forcément très glorieux. Donc la promiscuité, c'est le fait de vivre proches les uns des autres, hein. Et ça peut être très gênant. Alors, un premier passage. Le temps que je le retrouve. Je vais en prendre un second. Alors, on vit de drôles de choses quand on doit se cacher. Figure-toi que n'ayant pas de baignoire, nous nous lavons dans un baquet, et comme il n'y a d'eau chaude qu'au bureau, quand j'emploie ce mot, je veux dire l'ensemble de l'étage, tous les 7, nous devons profiter de cet avantage à tour de rôle. Mais comme tous les 7, nous sommes très différents et que le niveau de pudeur est plus élevé chez les uns que chez les autres, chaque membre de la famille s'est choisi un recoin personnel. Mercredi, le plombier était en bas pour déplacer vers le couloir les tuyaux d'alimentation et d'écoulement des toilettes du bureau. Ce changement a eu lieu en prévision d'un hiver froid et d'un gel possible des canalisations. Cette visite du plombier était tout sauf agréable pour nous. Non seulement nous ne pouvions pas faire couler d'eau dans la journée, mais nous devions aussi nous abstenir d'aller aux toilettes. Bien sûr, ce n'est pas très décent de te raconter comment nous avons remédié à cet inconvénient, mais je ne suis pas assez prude pour éviter de parler de ces choses. Depuis que nous nous cachons, papa et moi nous sommes procurés un pot improvisé, autrement dit, à défaut d'un vase de nuit, nous avons sacrifié à cet effet un bocal en verre. Durant la visite des plombiers, nous avons mis ces bocaux dans la pièce et nous y avons conservé tous nos besoins du jour. Cela m'a paru bien moins gênant que de devoir rester sans bouger et sans parler toute la journée. Tu n'as pas idée du supplice que c'était. Normalement, nous sommes déjà obligés de chuchoter, le silence et l'immobilité totale sont encore 10 fois pires. Après 3 jours de compression constante, mon derrière était tout ankylosé et douloureux. Un peu de gymnastique le soir m'a soulagé. Donc ça donne un petit peu idée du calvaire et des inconvénients du quotidien. Autre exemple que j'ai retrouvé. Évidemment, nous n'avons pas le droit de regarder par la fenêtre ou de sortir. Dans la journée, nous sommes constamment obligés de marcher sur la pointe des pieds et de parler tout bas, parce qu'il ne faut pas qu'on nous entende de l'entrepôt. Hier, nous avons eu beaucoup de travail. Nous avons dû dénoyauter 2 paniers de cerises pour la firme. Kruger voulait en faire des conserves. Nous allons également transformer les cajots de cerises en étagères à livres. On m'appelle. Donc avec des petites choses du quotidien, hein. Elle parle à un personnage fictif qu'elle a appelé Kitty. Et donc, ça commence toujours par « Chère Kitty ». Et ensuite, bien à toi, Anne. Alors, elle fait comme des lettres qu'elle enverrait à une amie imaginaire. Alors, je vais sélectionner un autre passage. Voilà. Chère Kitty, nous avons consommé beaucoup trop de lumière et dépassé notre ration d'électricité. Conséquence, surcroît d'économie et coupure de courant en perspective.
15 jours sans lumière, agréable, non? Mais qui sait, cela va peut-être s'arranger. À partir de 4 heures ou 4h30, il fait trop sombre pour lire, et nous tuons le temps avec toutes sortes de bêtises. Devinettes, gymnastique dans le noir, conversations anglaises ou françaises, critiques de livres. On finit par s'en lasser à la longue. Depuis hier soir, j'ai trouvé une nouvelle distraction. Lorgner les pièces éclairées des voisins avec des jumelles puissantes. Dans la journée, nous ne devons pas écarter les rideaux d'1 centimètre, mais lorsqu'il fait si sombre, cela n'a plus d'importance. Et enfin, un dernier passage. Cher Kitty, en pensant de temps à autre à nos conditions de vie, j'en arrive le plus souvent à la conclusion que par rapport aux autres juifs qui ne se cachent pas, nous sommes ici dans une sorte de paradis. Mais que plus tard, quand tout sera redevenu normal, j'aurai du mal à imaginer que nous, qui à la maison fûmes toujours si propres, étions, on peut le dire, tombés si bas. Tombés dans le sens du mot qui se rapporte aux bonnes manières. Par exemple, depuis que nous sommes ici, nous avons sur notre table une toile cirée qui, à force d'être utilisée, n'est généralement pas des plus propres. Souvent, j'essaie bien de lui redonner un peu de lustre, mais avec un torchon, plus de trous que de torchons, et qui a été neuf longtemps avant que nous nous cachions. On n'est pas beaucoup plus avancé avant que nous, même en frottant de toutes nos forces. Les Vandanes dorment depuis le début de l'hiver sur un drap de flanelle que l'on ne peut pas laver ici, parce que la poudre du savon avec ticket est beaucoup trop rare et en plus très mauvaise. Papa porte un pantalon effiloché et sa cravate présente aussi des signes d'usure. Et aujourd'hui, la gaine de maman a craqué de vieillesse et on ne peut plus la réparer. Tandis que Margot se promène, Margot c'est sa sœur, avec un soutien-gorge trop petit de 2 tailles. Maman et Margot ont passé tout l'hiver avec 3 tricots, donc 3 pulls, à elles deux, et les miens sont si petits qu'ils ne m'arrivent même pas au nombril, puisqu'elle a grandi. Bien sûr, ce sont des choses sur lesquelles on peut passer, mais pourtant je me demande parfois avec horreur comment nous allons faire, nous qui vivons et nous débrouillons avec des objets usés, depuis ma culotte jusqu'au blaireau de papa, pour retrouver plus tard notre position d'avant-guerre. Donc vraiment des conditions de dénuement à peu près totales. Hein. Donc pas de quoi se plaindre pour nous. Hein. Et je vous rappelle que tous les livres dont je vous ai parlé, que ce soit La Nuit d'Elie Wiesel, Si c'est un homme de Primo Levi et Le Journal d'Anne Frank, peuvent constituer des exemples pour le sujet de réflexion, puisqu'on sait très bien que très souvent le sujet de réflexion tombe sur la lecture et que vous avez donc besoin d'exemples, on vous précise à chaque fois, de livres étudiés en classe ou de vos lectures personnelles. Donc voilà des références supplémentaires, même si je ne doute pas que vos lectures personnelles sont très abondantes et très intéressantes. Non, je ne suis pas malade, hein, c'était de l'ironie. Bien, voilà. Donc j'en ai fini. Oh, je ne vais pas dire définitivement avec les cons, parce qu'on ne sait jamais, ça peut revenir. Alors, une autre nouvelle, pour changer totalement de sujet. Ah oui, oui, je devais vous lire également la fin de la nouvelle Lucien, que je n'ai pas sous la main, je le ferai après en direct, tant pis. Donc une autre nouvelle qui s'intitule Le Reflet. Alors une nouvelle assez agressive dans le contenu, avec quelques gros mots, hein, je m'en excuse par avance. Toujours en train de gueuler, d'éructer, d'agonir. Derrière son dos, ça fusait les insultes. Le porc, l'ordure, le fureur, impossible de tenir autrement. Les courbettes par devant, les salam-alek, le miel, le cirage. Et l'antidote dès la porte franchie. Apprendre à sourire dans le vide en serrant les dents. Le pire, c'était les premiers temps, quand on arrivait à son service. Alléché par le salaire de 1000 $, nourri logé. Il vous laissait approcher en vous regardant de ses yeux morts, et vous plaquait les mains sur le visage, vérifiant l'ourlet des lèvres, l'épatement du nez, le grain de la peau, le crépus des cheveux. Au moindre doute, le vieux se mettait à hurler de dégoût. « Enfant de pute, virez-moi ça, c'est un noir !» Je vous avais prévenu. Le type y allait de sa protestation. « Non, monsieur, je vous jure !» Mais ça ne servait à rien. Il repartait plein d'amertume, un billet de 100 $ scotché sur la bouche, incapable de comprendre qu'il était tombé du bon côté et que l'horreur attendait les rescapés surpayés de la sélection. L'aveugle habitait un château construit à flanc de colline, à quelques kilomètres de Westwood, et toute la communauté vivait en complète autarcie sur les terres environnantes. Vivre en autarcie, c'est quand on est en autosuffisance et on n'a pas besoin de contact avec l'extérieur pour le ravitaillement, quoi que ce soit d'autre. Cultivant le blé, cuisant le pain, élevant le bétail, le vieux ne s'autorisait qu'un luxe, l'opéra et les cantatrices blanches, bien sûr, qu'il faisait venir chaque fin de semaine et qui braillaient toutes fenêtres ouvertes, affolant la basse-cour. Il ne dormait pratiquement pas, comme si l'obscurité qui l'accompagnait depuis sa naissance lui épargnait la fatigue. Ces gens lui devaient 24 heures quotidiennes d'allégeance, le toubib vivait en état d'urgence permanent,
et tenait grâce au cocktail de Valium et de Temesta qu'il s'ingurgitait matin, midi et soir. Ce sont des calmants, le Valium et le Temesta. Le vieux prenait un malin plaisir à l'asticoter, contestant ses diagnostics, refusant ses potions. Ces persécutions n'empêchèrent pas le docteur d'avertir son patient de la découverte d'un nouveau traitement qui parvenait à rendre la vue à certaines catégories d'aveugles. Le vieux embaucha une douzaine d'enquêteurs ariens, c'est-à-dire bien blancs, aux yeux bleus, hein, comme Hitler les affectionnait, hein, la race supérieure, comme il disait. Et leurs investigations établirent que le procédé en question ne devait rien aux Noirs. Parce qu'évidemment, il n'allait pas accepter le procédé s'il avait été inventé par des Noirs. Quelle horreur, puisqu'on a bien compris qu'il est très très raciste. On fit venir à grands frais la sommité. La sommité, ça veut dire le chirurgien très très connu. C'est ça, une sommité, c'est quelqu'un de très connu, qui est influent et reconnu. Et son bloc opératoire. Le vieux se coucha de bonne grâce sur le billard et s'endormit sous l'effet du pain total, qui était un anesthésiant. Il se réveilla dans le noir absolu et demeura 3 longs jours la tête bandée, ignorant si ses yeux voyaient ou non ses paupières. Le chirurgien retira enfin les pansements. Le vieux ouvrit prudemment les yeux et je ne vais pas lire la fin évidemment, que je vous laisserai imaginer. Je vais revenir sur quelques verbes un peu compliqués, comme érupter qui veut dire parler très fort en se fâchant, agonir qui veut dire couvrir d'injures. Les courbettes et les salamalek, ce sont des politesses excessives, hein, en fait. Hein, les courbettes, c'est quand on s'incline, comme ça, quand on fait la révérence. Donc c'est ce que font les employés devant l'aveugle. On parle aussi de miel et de cirage. Quand on dit qu'on cire les chaussures de quelqu'un, c'est une métaphore pour dire qu'on faillote, en fait, hein, qu'on en fait beaucoup. Et donc ça, c'est ce qu'on faisait face à lui. Hein, et l'antidote dès la porte franchie, l'antidote, c'est quelque chose qui va éviter au poison de faire son effet. Donc on imagine bien que du coup, hein, une fois la porte fermée, ils ne vont pas se priver de l'insulter, hein, parce que c'est quelqu'un de très 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 désagréable. Donc c'est quelqu'un qui est très très raciste, qui ne supporte pas les Noirs, on l'aura compris, hein, et qui fait des vérifications avec les mains, puisqu'il est aveugle, hein, et que pour les aveugles, pour la façon d'avoir une idée du visage des gens, c'est de les toucher. Et on vous dit qu'il vérifie l'ourlet, l'épatement, le grain, le crépus. Donc tout ça, qu'est-ce que c'est comme figure de style? Une énumération, bien entendu, hein, puisqu'on a plusieurs mots équivalents qui se suivent. Et si on avait la même chose avec une progression crescendo, il s'agirait... Je vous laisse réfléchir, ça va vous revenir. Alors, on peut constater aussi que le texte est coupé en deux pour ce qui est de l'utilisation des temps, hein, puisqu'on a beaucoup d'imparfaits au début, puisqu'on décrit des habitudes. Par exemple, il ne s'autorisait qu'un luxe avec les cantatrices, donc ça c'est une habitude. Il ne dormait pas, encore une habitude. Toujours en train de râler, c'est une habitude. Et on a une rupture avec le dernier paragraphe où on va utiliser du passé simple. On fit venir la sommité, le vieux se coucha, il s'endormit, se réveilla. Alors pourquoi cette opposition? Parce que tout le début, comme ce sont des actions qui durent, de la description mêlée d'habitude, bien sûr c'est l'imparfait, et ensuite on va avoir un événement qui va rompre toutes ces habitudes, qui va décrire des actions bien précises, hein, des actions qui ne durent pas, des actions ponctuelles, et là bien sûr du coup on va utiliser le passé simple, temps de premier plan, opposé à l'imparfait qui est un temps de second plan. Alors cette figure qui ressemble à l'énumération mais qui va crescendo comme dans va, cours, vole et me venge, ou je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Oui, c'est une gradation, voilà, c'est ça, exactement ça. Donc, à vous d'imaginer comment on va terminer cette nouvelle qui, bien entendu, est une nouvelle à chute. Je vous le rappelle, hein, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? J'attends vos hypothèses et je vais rechercher le livre pour vous lire la fin de Lucien. Désolée, je reviens tout de suite, ne bougez pas. Voilà, voilà, me revoici. Désolée, vous voyez que c'est fait un peu en improvisation totale.
Alors, un sentiment de solitude l'envahit. Il était seul dans son épreuve, personne pour l'aider, il devait franchir le passage en solitaire. Pas moyen de faire autrement. C'est la fin, se répéta-t-il. La douleur finit par être si forte qu'il faillit perdre la raison. Et puis soudain, ce fut comme si les mains de Dieu l'écartelaient. Une lumière intense l'aveugla, ses poumons s'embrasèrent, il poussa un cri. En le tirant par les pieds, la sage-femme s'exclama d'une voix tonitruante. « C'est un garçon !» Lucien était né. Eh oui, c'est tout simplement un bébé qui est en train de naître. Donc après, si on relit la nouvelle, on se rend compte qu'effectivement, ça correspond, puisque quand on est dans le ventre de sa mère, c'est un bien-être absolu, et que par contre, les différentes phases de l'accouchement doivent être quelque chose de très, très désagréable à subir, toutes sortes de pressions, passage effectivement par un endroit étroit, etc. Donc la relecture donne tout son sens ensuite. Voilà. Donc je vous laisse réfléchir à la chute et penser au mot du jour. Si vous avez la curiosité de regarder les vidéos des autres classes, pourquoi pas utiliser les 3 mots du jour. Et donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain.